d'activité partielle. C'est un régime collectif, l'activité partielle. Ce n'est pas un régime individuel, et c'est un régime collectif qui peut effectivement concerner toute ou partie de l'entreprise, par service, par métier, voilà, ça peut concerner une secrétaire sur deux ou un productif sur deux, mais c'est un dispositif collectif néanmoins. Ce dispositif, il vise à garder la main-d'œuvre, donc ne pas rompre les contrats de travail, éviter le licenciement. C'était un palliatif au licenciement à l'origine, quand il a été créé, il est maintenu, et il a pour objectif donc, de maintenir les salariés à disposition lorsque les difficultés seront passées. Dans le cadre de ce dispositif, les salariés sont indemnisés, et ce qui est nouveau, c'est le niveau d'indemnisation, pas tant d'ailleurs des salariés, mais surtout le niveau d'indemnisation des prises en charge par l'État pour ce qui est payé par l'employeur, puisque les rémunérations, et ça concerne également les salariés, sont à hauteur de 70% du brut, ce qui correspond peu ou prou à 84% du net, sur la base de la rémunération, sur la même base qui sert à calculer les congés payés. Donc, je ne vais pas rentrer ici dans la technique paye, parce que c'est un peu compliqué, mais la base est assez large. On va dire que c'est à peu près, peu ou prou, 84% du net que doit maintenir l'employeur aux salariés placés dans une situation d'activité partielle. Étant précisé qu'ensuite, l'État s'est engagé à prendre en charge 100% de ce coût. Ce n'est pas 100% du salaire, mais c'est 100% du coût, donc des 84% du net ou des 70% du brut, comme vous voulez. Et ça, c'est ce que l'État s'est engagé à prendre en charge, à condition, évidemment, préalablement, et ça, la précision est importante, que l'entreprise fasse une demande au titre de l'activité partielle et que cette demande soit acceptée. Ce qui est loin d'être le cas dans un certain nombre de domaines. Et déjà, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, pas mal de mes clients, moi également d'ailleurs, on éprouve des difficultés à obtenir simplement les codes qui permettent les accès aux plateformes de l'activité partielle. Donc, tout simplement de faire la demande. L'autre nouveauté, en dehors de la problématique de l'indemnisation, c'est la rétroactivité. C'est-à-dire que, compte tenu de des afflux de demandes qu'on peut comprendre évidemment, eh bien, vous avez la possibilité de faire cette demande d'activité partielle avec une rétroactivité de 30 jours. Ça vous laisse du temps pour faire la demande et avec une prise en charge, si c'est le cas, rétroactivité de 30 jours. Je peux donner des exemples si ce n'est pas suffisamment clair, mais ça, c'est également une nouveauté. Voilà. Et ensuite, pour terminer sur cet aspect des choses, quand vous faites la demande au titre de l'activité partielle et si vous parvenez à avoir vos codes, l'administration, elle, a un délai de 48 heures pour accepter ou refuser votre demande d'activité partielle. Et si elle ne répond pas, l'absence de réponse vaut acceptation, en principe. Enfin, je parle sous le contrôle de la directe, je ne sais pas si elle est présente, mais en tout cas, en principe, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Très bien, merci. Et puis, oui, je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Je viens d'arriver à me connecter, oui. Ah, ben, très bien. Bonjour. Donc, oui, je vous entends. Bonjour, Estelle Wolf de la Directe. Voilà. Et puis, pour terminer sur ce tour d'horizon, encore une fois, je ne suis pas d'une précision absolue parce qu'on attend les ordonnances, je le rappelle. C'est l'arrêt pour garde d'enfants qui permet, sur demande des salariés qui ont des difficultés à faire garder leurs enfants compte tenu de la situation du Covid-19, et à condition que cela ne concerne qu'un des deux parents. Donc, le parent concerné doit faire une attestation sur l'honneur qu'il est dans l'obligation de garder son enfant et qu'il est le seul à le faire. C'est à l'employeur de faire la démarche d'un arrêt de travail, une période de 14 jours qui peut être renouvelée pour la garde d'enfants. Et dans ce cas-là, on rentre dans un dispositif d'arrêt de travail qui est un peu comparable aux arrêts de travail maladie, où la sécurité sociale prend en charge le montant des indemnités journalières et l'employeur doit compléter. Ce n'est pas un coût zéro, hein, ce n'est pas un reste à charge zéro pour l'employeur. Enfin, en tout cas à ce jour, sous réserve de l'apparition des ordonnances, puisque l'employeur devra prendre en charge le complément de salaire, le maintien de salaire à 100%, au moins pour la période de 30 jours et après de façon dégressive.
Voilà schématiquement, alors avec des particularités pour certaines conventions collectives, il faut être très attentif à ça, notamment pour l'activité partielle concernant la Syntec, puisque là, je crois qu'il y a un maintien obligatoire de 100%, me semble-t-il, de la rémunération. Enfin, ça sera à vérifier. Je ne veux pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que je n'ai pas les éléments sous les yeux, mais il y a sur Syntec des dispositions particulières concernant l'activité partielle. Alors, bon, je n'ai pas non plus parlé de l'obligation de solliciter ou d'informer, consulter le CSE pour les entreprises qui en ont. Je ne veux pas rentrer non plus dans le débat sur CSE plus de 50, moins de 50. Mais enfin, vous devez, de toute façon, effectivement, quand on rentre dans le cadre d'une activité partielle et qu'il y a un CSE, informer, consulter le CSE, obtenir un avis du CSE et transmettre cet avis également à la directe. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié de ce tour d'horizon. Et on est terminé. Merci. Avant peut-être de passer aux questions, Estelle, peut-être que tu as des informations à nous donner récentes sur ces différents dispositifs. Je vais couper mon micro. Donc peut-être pour finir sur le CSE, donc la consultation doit être faite dans les 2 mois. Hein. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc doit être faite dans les 2 mois. L'idéal, c'est d'avertir le CSE qu'on va mettre en place l'activité partielle pour tel salarié et ensuite de les réunir par visioconférence dans ces conditions actuelles pour avoir un compte-rendu de CSE dans les 2 mois. Et puis, sur l'activité partielle, je confirme ce qui a été dit, notamment il y a 600 000 demandes en stock sur la plateforme informatique. Donc, ils ont mis les moyens pour traiter en masse les demandes de code. Donc, en fait, il y a 3 mails qui doivent parvenir aux demandeurs, le numéro d'identifiant, le mot de passe et le 3e mail, c'est l'habilitation. Donc, il y avait un gros problème de retard pour que les demandeurs obtiennent ces mails. Mais dans les 3 jours, ça devrait être résolu. Et ensuite, donc, l'entreprise, comme vous l'avez dit, Monsieur Cluzot, a 30 jours pour faire la demande, sachant que normalement, à partir du 31 mars, elle est censée faire la demande d'indemnisation du mois de mars. Donc, c'est pour ça que les entreprises sont bien sûr pressées de pouvoir faire ces déclarations préalables et d'avoir sous 48 heures la réponse de l'administration. Donc, voilà, après, je vous demande à tous les entreprises de patienter, mais voilà, tout est fait pour que ça soit traité le plus rapidement possible. Et puis, voilà, concernant les ordonnances, elles devraient être prises demain en Conseil des ministres. Donc, tout devrait être encadré, que ce soit les montants d'indemnisation pour l'activité partielle, pour la prime à 1 500 € qui concerne un certain type d'entreprise, ça devrait aussi également être encadré dans ces ordonnances. Donc, voilà, nous, on diffuse bien sûr aux acteurs. Donc, Silver aura en fait les infos à jour, actualisées, dès qu'on en saura plus sur les ordonnances qui auront été prises demain. Merci. Merci pour les renseignements. N'hésitez pas sur le chat à poser des questions. Profitez-en. Si vous avez des questions spécifiques, on va tenter d'y répondre. Enfin, nos interlocuteurs tenteront d'y répondre. Peut-être pour revenir dans l'ordre sur le télétravail. Donc, si je comprends bien, le télétravail dans la situation actuelle constitue en fait est considéré comme un aménagement de poste et donc il n'y a pas de conditions spécifiques, enfin, il n'y a pas d'obligation spécifique pour la mise en place du télétravail aujourd'hui pour les entreprises. Au niveau des démarches, ça rentre dans ce cadre-là. Compte tenu de l'urgence, il y a un dispositif d'urgence. Enfin, je parle sur le contrôle de la directe, mais le télétravail dans les entreprises, hors ces conditions-là, hors cette circonstance particulière, doit remplir un certain nombre de conditions. Là, aujourd'hui, on a le feu. Donc, voilà, il faut un espace de travail et il faut qu'il y ait une connexion, qu'il y ait une prise en charge par l'employeur des coûts qui ne doivent pas rester à charge pour le salarié de ce télétravail. Mais
Il n'y a pas, à mon avis, pour l'instant, en tout cas, formalisé d'autres. Je ne sais pas quel est l'avis de la directe là-dessus, mais le dispositif. Peut-être prévenir son assureur, oui. Exactement. Certains salariés Tout à fait. sont peut-être. Oui, c'est obligatoire. En effet, vous avez parfaitement raison, j'ai oublié. Voilà. Ok. Sur l'activité partielle, on avait eu quelques questions sur notamment les salariés au forfait jour, par exemple les cadres. Étant donné que l'activité partielle, a priori, serait au taux horaire, enfin, je n'ai pas le détail, mais est-ce que là-dessus, vous avez des précisions ou est-ce que ça dépend justement de ce qui va être rendu public demain? Alors, la question est pertinente parce qu'elle a fait débat. Les forfaits jours étaient exclus, conditionnés ou exclus selon les avis de l'activité partielle. Il y a une disposition du Code du travail que j'ai plus en tête, mais qui l'alinéa 2 qui a été supprimée. Ça devrait être confirmé dans les ordonnances et aujourd'hui, ils sont intégrés dans le dispositif. Donc, pas de problème particulier par rapport à ça. Il ne devrait pas y avoir. En tout cas, quand l'entreprise est totalement fermée, la règle, c'est que les salariés en forfait jour, les cadres, sont également concernés par l'activité partielle. Et puis après, donc, on a des cas particuliers. Un cadre qui a un contrat de travail, mais qui n'est par exemple, un cadre dirigeant, lui, sera exclu de l'activité partielle. Donc, il y a quand même des cas particuliers. Oui. On avait la question justement des dirigeants mandataires et salariés. Oui, les dirigeants et les VRP multicartes également qui sont exclus. Alors, il y a effectivement à la marge un certain nombre de personnes qui sont exclues du dispositif. Mais pour ce qui est des forfaits jours, la disposition législative, je n'ai pas l'article en tête là, mais il y a un alinéa 2 qui excluait les forfaits jours du dispositif ou qui conditionnait, en cas de réduction d'activité. Voilà, mais qui les excluait en cas de réduction d'activité, qui ne les exclut plus. Donc on n'est plus obligé de justifier d'un arrêt total d'activité. La simple réduction maintenant, c'est une disposition nouvelle qui est liée au dispositif particulier de. Pardon ? Oui, c'est le projet de décret, effectivement, qui les intègre. Donc, mais on attend encore une fois les textes définitifs. Et là-dessus, Estelle, tu nous parlais des dirigeants, mais les dirigeants qui sont aussi salariés sont en théorie devraient être exclus ou peuvent en bénéficier avec leur statut de salarié. Un salarié qui a un contrat de travail qui cotise donc avec une fiche de paye et qui est soumis à la législation sur le temps de travail est éligible. Oui. Voilà, donc il faut remplir ces 3 conditions. Et certains dirigeants ne sont pas soumis, par exemple, à la législation sur le temps de travail, donc ne seront pas éligibles. Oui, donc c'est bien. Voilà, après nous, on répond à ces questions sur la boîte fonctionnelle de la directe. Donc voilà, on remonte les questions un peu techniques à nos services juridiques, mais donc ça sera, si vous avez des cas particuliers, là on prend le cas général, mais si vous avez des cas particuliers, on peut les traiter en effet au cas par cas. Bien sûr. Sur l'éligibilité, on en a parlé rapidement, mais il y avait historiquement, alors ça a été précisé notamment ce matin, je crois, par la ministre, mais sur l'éligibilité des entreprises à ce dispositif, pour le coup, il n'y a pas de limite au niveau de l'éligibilité sur le secteur d'activité ou ce genre de choses, ou par exemple la réduction du chiffre d'affaires ou autre. Je ne sais pas ce qu'en pense la directe. Ça m'intéresse, par contre, d'avoir son avis. En fait, certaines directes font des refus puisque le message du gouvernement, c'est en fait de la continuité de l'activité quand les mesures barrières peuvent être mises en œuvre. Donc, moi, j'ai pas encore la position puisque on traite peu de demandes, puisqu'on en est encore à créer les comptes, en fait, activer les comptes. Mais c'est sûr que la règle, par exemple, tout emploi télétravaillable doit l'être. Donc, on peut penser aux sociétés du numérique. Normalement,
elles ont des facilités à mettre en place un télétravail, donc ça sera une règle. Et puis après, s'il y a les commandes sont annulées, s'il y a en fait une rupture de la chaîne d'approvisionnement, des conditions en fait qui sont dans le document que je peux vous faire parvenir, donc également une baisse d'activité. Certains salariés peuvent en effet être en activité partielle. Voilà, la règle, c'est de pas de fermer complètement l'entreprise quand il y a un résidu d'activité qui peut être poursuivi, en fait, par exemple, du commerce en ligne. Donc voilà. Mais ça, c'est dans les ordonnances, j'imagine qu'on aura peut-être ce détail. Et puis, voilà, les conditions qui sont posées actuellement, elles sont dans le document que j'ai envoyé à Silver, donc on pourra vous le faire parvenir. Oui, schématiquement, il y a quand même 3 grandes catégories. Il y a tous les commerces qui ont été fermés sur décision de l'État. Les bars, les cafés, les restaurants, un certain nombre de commerces, etc. Donc là, il n'y a pas de difficulté, évidemment. Il y a le deuxième, ce sont toutes les activités qui sont nécessaires ou essentielles au bon fonctionnement de la nation, tels que l'approvisionnement, les magasins de grande distribution alimentaire, l'EDF, tous les grands services nécessaires au fonctionnement. Là, il y a un maintien obligatoire de l'activité, évidemment pas question de chômage partiel. Et puis entre les deux, il y a la zone grise. Et alors, la zone grise, elle doit répondre à un certain nombre de conditions pour pouvoir bénéficier de l'activité partielle, et puis ça dépend aussi des positions du direct. Mais la condition principale de mon point de vue, c'est la disparition ou la restriction, la diminution, la forte diminution de l'activité. C'est ça qui justifie. Faut pas oublier qu'à l'origine, ce dispositif s'appelait chômage partiel. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Encore une fois, on a positivé en disant activité partielle, mais ça signifie qu'il y a beaucoup moins, voire plus d'activité. Au moins pour une période donnée. Donc, s'il y a moins d'activité, si on peut en justifier parce qu'on ne peut pas recourir au télétravail, il y a des tas de métiers, je vous donne l'exemple du numérique, mais j'ai d'autres exemples où on pense qu'on peut recourir facilement au télétravail et ce n'est pas le cas. Par exemple, dans notre activité avec cabinet d'avocats, moi, par exemple, les tribunaux sont fermés. Les tribunaux sont fermés. J'ai plus d'activité judiciaire du tout. Et sur l'activité conseil, qui est un autre aspect des choses de notre métier, les clients ne se déplacent plus, donc on ne fait plus de closing. On a des difficultés majeures à rencontrer les gens, effectivement, parce qu'ils ne viennent plus, ils ne peuvent plus venir, ils sont confinés, ils n'ont plus la possibilité de venir. En gros, on travaille, pas plus, mais beaucoup moins. Et il y a comme ça, c'est un exemple que je vous donne, je vous cite celui-là parce que je le connais bien, mais il y en a un tas d'autres. On peut télétravailler, mais pas avoir de travail. Oui, alors en plus, effectivement, on peut aussi être on peut télétravailler, mais ne plus avoir de travail. Tout simplement. Donc, parce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont complètement effondrés, complètement à l'arrêt. Et ça, il faut en justifier, parce qu'effectivement, les demandes, ça, je parle sous le contrôle direct, mais elles seront examinées effectivement au cas par cas, mais on ne peut pas faire de grandes séries. C'est vraiment en fonction des cas de chacun, et chacun, même dans un métier ou une profession identique, n'aura pas forcément la même difficulté parce que pas la même typologie de clientèle ou pas exactement la même activité. Voilà. Donc le soin qu'il faut apporter à remplir les demandes d'activité partielle. Sur l'éligibilité, oui, il n'y a pas de restriction particulière. C'est vraiment, il faut faire la demande et avoir, en fonction de chaque cas, la réponse. La zone grise, ce que j'ai appelé la zone grise, donc l'entre-deux, là, il faut effectivement soigner sa demande et la motiver, la justifier. On avait des questions aussi, mais on a eu la réponse, je pense, sur les stagiaires, sur les contrats pro, apprentissage, etc. Donc, la réponse qui a été donnée tout à l'heure par la directe, à partir du moment où ils cotisent, où ils ont un contrat un bulletin de salaire, en fait, avec des charges, a priori, ils sont éligibles. Oui, apprentis et contrats de professionnalisation sont éligibles. Ok. Stagiaires, je ne sais pas. Les stagiaires? Pas les stagiaires. Non. Voilà. On avait des questions sur les périodes d'essai. Est-ce que, en cas de chômage partiel, est-ce que la période d'essai est allongée traditionnellement?
Normalement, c'est que quand, c'est pas quand l'employeur est à l'origine, mais que quand le salarié est à l'origine. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il en est? Non, mais je vais vous répondre de façon assez simple, c'est que l'activité partielle ou la période de chômage partiel est une suspension du contrat de travail. À partir du moment où le contrat de travail est suspendu, les périodes d'essai sont également suspendues. Voilà. Donc quand vous allez reprendre une activité normale, de nouveau la période d'essai, le décompte reprendra son cours normalement. Mais tant que le contrat de travail est suspendu, ben, il est suspendu. Ok. Sur les modalités pratiques, peut-être une question plus à la directe. Quel document doit-on fournir pour prouver la baisse d'activité? Donc après, dans la demande préalable, en effet, il y a une liste de pièces à fournir. Je les ai pas en tête. Pour fournir la baisse d'activité, non, je peux pas vous répondre en fait, puisque c'est bien au niveau de l'unité départementale que les demandes sont traitées. Nous, on traite en fait l'éligibilité plutôt, donc j'ai pas regardé dans le détail. Bon, si je retrouve il y a un la tableau, réponse. c'est ça, hein, il y a un tableau qui est fourni qui demande un certain nombre d'éléments. En fait, c'est vrai que on répond, on coche, en fait, c'est dématérialisé, donc on coche le motif circonstances exceptionnelles coronavirus, et on doit préciser à ce moment-là les difficultés rencontrées, approvisionnement difficile, par exemple, ou des commandes. Après, sur les pièces fournir, je crois que ça se fait dans un second temps. Donc, c'est plutôt d'abord fournir des éléments de contexte, voilà, comme je vous ai précisé. Et puis, ce qui est important, c'est la date de début, le nombre par salarié et la date de fin qui doivent être fournies. Mais après, je suis pas sûre qu'il y ait des justificatifs. En fait, ça vient dans un second temps. Ok. Pour finir sur cette partie chômage partiel, on avait des questions sur l'inscription, mais c'est pareil, elles ont été évoquées tout à l'heure, sur l'inscription sur le site qui est toujours en attente de validation. A priori, il faut simplement patienter le temps que les services absorbent la montée en charge. Oui. Ce qui une cause de stress assez importante, parce qu'on arrive en période de paye bientôt. Et je ne sais pas quoi dire à mon expert comptable qui fait la paye. Donc, on va faire des acomptes, pratiquement, en espérant que la demande sera acceptée. Et je crois qu'on est pas mal d'entreprises dans ce cas-là, les cabinets d'expertise comptable qui gèrent les payes, les services payes des grosses boîtes, sont un peu dans la difficulté quand ils attendent la réponse. Mais je comprends, hein, qu'il y ait un engorgement. Le chien a l'air d'accord avec moi, d'ailleurs. Bon. On avait des questions sur la partie sociale, la partie arrêt de travail. Une question qui était concernant les arrêts de travail pour les collaborateurs qui auraient comme conjoint des nounous assistants maternels qui sont dans l'obligation de travailler. Est-ce qu'avec la nouvelle loi de vendredi, nous pouvons les compter dans les arrêts de travail? J'ai pas compris la question. Je suis désolé, mais c'est donc une question, c'est des personnes qui demandent, qui ont des collaborateurs qui ont des conjoints qui sont assistants maternels, par exemple, donc qui sont dans l'obligation de travailler. Oui. Et donc, eux se retrouvent, si je comprends bien, ils se retrouvent à garder les enfants, a priori. Et donc, ils se demandent tout simplement, est-ce que c'est de l'arrêt de travail? Est-ce que c'est de l'arrêt spécifique? Il y a un dispositif pour la garde des enfants. Je pense que la question... Pour la garde d'enfants, il faut simplement établir une attestation sur l'honneur qu'on est
l'un des deux parents, seul un des deux parents, à pouvoir garder l'enfant. Donc là, ça rentre dans ce cadre-là, en fait. Ce n'est pas de l'arrêt de travail, là, ça rentre dans le dispositif. Le conjoint soit par ailleurs lui-même nounou professionnel, enfin, est obligé de travailler. Enfin, ça. Ce qui importe, c'est qu'il soit obligé de travailler, donc il ne puisse pas être en charge des enfants. Voilà. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un des deux parents qui soit en capacité de s'occuper des enfants. Et donc, pour ça, il puisse se mettre en arrêt pour s'occuper des enfants. C'est ça l'objectif. Par contre, il ne faut pas que les deux, évidemment, bénéficient du dispositif, ça, c'est pas possible. Et le dispositif pour la garde d'enfants, c'est de l'arrêt de travail? C'est un arrêt de travail et c'est payé par la Sécu. Enfin, on n'a pas encore toutes les modalités, mais le principe qui avait été émis à l'origine, c'est un arrêt de travail. Sauf que cet arrêt de travail, cette particularité qu'il est demandé en fait par l'employeur, enfin, le salarié le demande verbalement, mais c'est pas lui qui fait la démarche écrite, et c'est l'employeur qui fait la démarche auprès de la CPAM. Simplement, le salarié a l'obligation de produire une attestation sur l'honneur, au terme de laquelle il garantit qu'il est le seul parent à pouvoir garder ses enfants pendant cette période. Ah ben, l'indemnisation, après, alors il y a la difficulté, c'est comme on est sur un arrêt de travail, pour l'instant en tout cas classique, il est pris en charge par la Sécu à hauteur des indemnités journalières, et le complément, ben, pour l'instant, on attend la suite. Il est dû par ailleurs, soit il est pris en charge par l'État, soit ça on ne sait pas, on attend les ordonnances. Là, la démarche, c'est l'employeur qui fait la demande à la Sécu? Oui, c'est ça. Et on a une question là sur le chat, justement en lien. Pour les familles recomposées, un conjoint n'ayant pas d'autorité parentale peut-il faire valoir l'arrêt de travail pour la garde des enfants de sa conjointe qui est infirmière? S'il n'y a pas l'autorité parentale, je me demande si ce n'est pas une des conditions, ça, avoir l'autorité parentale. On va regarder, et je me demande si ce n'est pas une des conditions. C'est un des cas. Oui. Je crois que les deux parents, même ceux qui n'ont pas qui ont l'autorité parentale, bien sûr, mais qui ne pas forcément qui ont la garde, peuvent en bénéficier. Mais il faut qu'ils aient l'autorité parentale. Il faut qu'il y ait l'autorité parentale, moi aussi. Hein. C'est parents. Hein, c'est parents, c'est pas conjoint de parents. Et dans ce cas-là, c'est compliqué. C'est congé. C'est pratiquement compliqué pour les familles recomposées. Je partage votre avis. Préciser dans les ordonnances, ça. Oui, ça sera précisé demain dans les ordonnances. C'est tellement. On espère, oui. Ouais. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est autorité parentale. N'hésitez pas sur le chat si vous avez des questions sur ce sujet. Par exemple, on peut compléter, en fait, une entreprise qui est totalement fermée ne peut pas mettre des salariés en garde d'enfants, en arrêt de travail. Donc, c'est une question qui nous est souvent posée. C'est pour ça que je me permets de suggérer la réponse. Oui, sauf si, alors, la question qui peut se poser, c'est s'il y a une antériorité. C'est-à-dire que si, avant la fermeture, il y a des salariés qui étaient en arrêt, pour 14 jours, par exemple, qu'entre-temps intervient la fermeture. Est-ce qu'il y a un chevauchement ou est-ce qu'il y a… Si on n'a pas de précision, effectivement, sur l'articulation entre les deux dispositifs. Le gouvernement ne montre pas de préférence entre arrêt de travail, garde d'enfants ou activité partielle, mais bien sûr, donc, quand c'est fermé, on ne peut pas démarrer un nouvel arrêt de travail. Par contre, s'il était en cours, comme vous venez de le dire, il peut être poursuivi pendant 14 jours. Par contre, il ne sera pas renouvelé au bout de 14 jours. Ça, c'est logique, tout à fait. Voilà. Un sujet qu'on n'a pas évoqué, peut-être la question classique, mais sur les salariés placés en quarantaine, qu'est-ce qui est… Les salariés qui sont placés en quarantaine, il y a ceux qui sont malades. Oui. Ceux-là, il n'y a pas de sujet, mais ils sont en arrêt. Alors, il y a la question des salariés en quarantaine. Il faut aller voir leur médecin. Ouais, à mon avis, il faut qu'ils se fassent arrêter par leur médecin. Ceux qui sont en quarantaine, qui ne sont pas forcément malades, mais qui ont été en contact ou qui présentent un risque. Et dans ce cas-là,
s'il faut se faire délivrer un arrêt. S'il n'y en a pas, Donc là, oui, c'est le. On peut pas prendre le risque. mais c'est-à-dire qu'on. C'est un arrêt médical. Bah oui, le salarié ne peut pas de lui-même s'auto-arrêter. Il faut qu'il fasse une démarche qui lui permette. Oui, et donc jusqu'à présent, c'était l'ARS qui donnait un certificat. On ne pouvait pas aller voir un médecin qui n'est pas habilité par l'ARS. Il y avait un quitus de l'ARS pour pouvoir permettre une quarantaine. Mais non, c'était pour les cas contacts. Maintenant que ça s'est répandu. Oui. Avec l'explosion de la pandémie, je pense que c'est plus possible. Peut-être quand même que le médecin soit habilité par l'ARS. Peut-être. Ça, moi, je n'ai pas de réponse précise là-dessus. Ça sera sur le site de l'ARS qu'on trouvera la réponse. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces sujets de droit du travail, chômage partiel, indemnisation, congé, etc. N'hésitez pas sur le chat, vous pouvez poser des questions directement. Moi, j'ai une question pour la directe. Il faut en profiter. J'en profite. Hein. Je veux revenir sur les délais de traitement pour obtenir les codes. Vous avez dit que là, vous avez mis des ressources pour répondre. Et vous pensez que, moi, ça fait à peu près 8 jours que j'ai déposé ma demande. Toujours pas mes codes. Enfin, 7 jours, en fait. J'ai toujours pas mes codes. Vous pensez que ça va arriver rapidement? Parce que on est effectivement en stress avec l'arrivée de la période de paye. Et vous avez une idée du délai ou pas du tout? Oui, comme je le disais, là, ils annoncent pouvoir traiter tous les stocks de demandes d'activation de compte en 3 jours. Parce que ça sera un traitement de masse, un traitement informatique qui pourra prendre en charge ces 600 000 demandes, parce que actuellement ils ne pouvaient pas. Donc les moyens ont été mis pour que le traitement de masse puisse se faire dans les 3 jours. Mais après, ça oblige quand même les demandeurs à se reconnecter une fois les codes obtenus, et puis de faire la demande préalable, et avec un délai cette fois-ci de réponse de 48 heures. Oui. Oui, tout à fait. Merci. Donc, on conseille aux entreprises d'aller, quand il y a beaucoup de monde connecté, d'aller dans des périodes de moindre affluence, d'aller sur la plateforme à des heures un peu plus tardives pour accéder plus facilement. Peut-être une information, il y a un simulateur aussi qui existe pour calculer les montants en net mensuels justement de ces arrêts sur ces simulateurs ap.emploi.gouv.fr. Vous le retrouvez sur le site. Le simulateur. Pardon? Je suis pas sûr qu'il soit à jour, le simulateur. Normalement, il n'est pas à jour, oui. J'ai rien dit. On enlève. Oui, puisque le fait que les indemnités versées par les employeurs seront couvertes à 100%, ça doit passer par un décret, sinon ça n'est pas applicable, donc le simulateur ne peut pas être pour l'instant actualisé. Oui. Il faut attendre ces ordonnances. Oui. C'est ça, demain. On a une question en lien avec la réception des codes. Y a-t-il un délai d'attente pour obtenir une habilitation? À quoi consiste-t-elle? Y a-t-il un filtre lié au code 9? Donc ça rejoint les questions dont on a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de restriction sur l'activité pour faire la demande, si je résume ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Et l'habilitation, c'est un
le troisième mail. Voilà, le premier mail est l'identifiant, le deuxième le mot de passe et le troisième l'habilitation qui permet de se connecter. Tant qu'on n'a pas reçu ce troisième mail, on ne peut pas faire une demande sur le site. Donc les 3 jours de délai dont tu parlais tout à l'heure, c'est pour recevoir l'habilitation. Oui. Ok. Je veux arrêter. Désolée. Je t'en prie. On n'a plus de questions. Si vous avez des informations, des précisions, n'hésitez pas. Sinon, on va arrêter là. En tout cas, merci à tous et merci aux 2 intervenants, Estelle Wolf de la Direct, d'avoir pris le temps dans cette période chargée, et puis Romain Cluzot du cabinet Légiconseil à Dijon, de nous avoir orientés, aidés sur ces différents dispositifs. On refera peut-être des informations forcément une fois qu'on aura plus de précision dans les jours à venir, et on verra l'évolution. Et puis si jamais vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à nous solliciter, on fera le relais pour pouvoir les transmettre à qui de droit. On a d'autres, j'en profite pour vous informer qu'on a d'autres ateliers qui sont prévus pour l'instant, alors pas sur la partie administrative légale, comme on a fait ce matin et cet après-midi, mais plus sur les outils numériques pour pouvoir continuer l'activité. Donc, c'est des ateliers sur le télétravail, sur les visioconférences, sur la sécurité informatique, etc., qui vous seront communiqués. Si vous avez des sujets qui vous semblent pertinents, intéressants à traiter, n'hésitez pas à nous solliciter. On verra avec les entreprises, les entrepreneurs de la région pour pouvoir organiser justement des sujets spécifiques sur ces thématiques. Je ne sais pas, Delphine, si tu veux dire un mot là-dessus pour pouvoir préciser un peu. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, cette semaine, on a quatre workshops. Le premier, c'est demain après-midi sur le côté télétravail, mais plus l'aspect management, comment justement bien mettre en place le télétravail au sein de son équipe, comment gérer justement les relations avec ses collaborateurs. Le jeudi matin, ce sera la présentation d'outils sur le télétravail, donc tout ce qui est visioconférence, standard virtuel et chat ou autre, et puis quelques petits conseils sur la façon de garder le côté humain tout en étant chacun derrière nos ordinateurs. L'après-midi, ce sera sur la cybersécurité dans le cadre du télétravail, justement les bons réflexes à avoir pour éviter de mettre à disposition de tous les données des entreprises. Il y a certains outils où il faut vraiment se méfier et ne pas mettre des informations confidentielles dessus. Et le vendredi matin, ce sera sur les réseaux sociaux. Et donc, on est en train de préparer un programme pour chaque semaine qu'on vous transmettra à chaque fois le jeudi de la semaine précédente. Voilà. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des thématiques, soit que vous souhaitez qu'on aborde, soit que vous souhaitez proposer, je suis à votre écoute. Merci à tous et rendez-vous au prochain atelier si le sujet vous intéresse. En tout cas, merci d'avoir participé et encore merci aux intervenants d'avoir pris le temps de pouvoir répondre aux questions. Entendu, merci. Au revoir. Merci.